Ferme les yeux un instant. Imagine que tu poses, juste là, tout ce que tu portes depuis trop longtemps. Les attentes, les listes infinies, les voix qui te pressent ou te jugent. Laisse-les glisser hors de toi, comme on dépose un sac trop lourd au bord du chemin. Il n'y a rien à rattraper, rien à prouver. Ici, le temps se dilate. Ici, tu peux respirer sans obligation et écouter sans précipitation. Tu es à l'abri du bruit, de la comparaison, du toujours plus. Ce n'est pas un abandon, mais un retour. Un retour à cet espace intime que tu n'as jamais vraiment perdu, seulement recouvert. C'est là que commence le voyage, dans ce simple geste de te permettre, enfin, d'être pleinement présent à toi-même. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble, plus léger, pas à pas. Il est étrange de constater à quel point nous pouvons être entourés de tout, et pourtant nous sentir vidés. Nos journées débordent d'informations, d'images, de conversations, d'objectifs à atteindre. Chaque instant pourrait sembler comblé, et pourtant, à l'intérieur, un vide s'installe. Ce n'est pas le vide apaisant d'une page blanche, mais celui qui sature. Comme une pièce trop encombrée où chaque objet attire ton attention, où rien ne laisse place à la respiration. L'abondance devient un poids, un vertige. On pourrait croire que la fatigue vient du manque, mais bien souvent elle naît de l'excès. Trop d'options, trop de pensées simultanées, trop de voix qui réclament notre regard. L'esprit saute d'une chose à l'autre sans jamais trouver de repos. Même le corps, pourtant immobile, semble épuisé par ce flux continu. Il n'y a pas si longtemps, le silence faisait partie de nos journées. Les pauses n'étaient pas un luxe, mais une évidence. Aujourd'hui, ces moments sont rarissimes, et lorsqu'ils se présentent, nous ressentons presque un malaise, comme si nous devions immédiatement les remplir. Le paradoxe est là. L'abondance promise comme source de bien-être se transforme en un torrent qui emporte nos forces. Nous ne manquons pas de nourriture, mais notre esprit n'a pas le temps de la digérer. Nous ne manquons pas d'idées, mais nous n'avons pas l'espace de les laisser mûrir. Alors, peu à peu, on se coupe de soi. On ne remarque même plus le moment où la fatigue s'installe, car on avance en pilotage automatique. Et quand enfin on s'arrête, on ne sait plus si l'on est triste, lassé ou simplement vidé. Reconnaître ce vertige est une première étape. Non pas pour tout fuir, mais pour retrouver la juste mesure. Car ce n'est pas l'abondance qui est en cause, c'est la manière dont nous la laissons envahir nos terres intérieures, jusqu'à ne plus voir le ciel. Il y a, au fond de nous, une voix discrète mais tenace. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas, elle murmure. Et ce murmure porte souvent un ton plus dur que celui de nos plus grands détracteurs. C'est cette petite phrase qui s'invite dès que la fatigue se fait sentir. Tu pourrais faire mieux. Ou encore, tu perds ton temps. Elle ne laisse que peu d'espace à la douceur. Quand tu t'accordes un moment de pause, elle l'interprète comme de la paresse. Quand tu ralentis, elle t'accuse d'abandonner. Elle se nourrit des comparaisons, des attentes, des standards invisibles que tu as intégrés sans même t'en rendre compte. Ce murmure n'est pas né tout seul. Il s'est formé au fil du temps, en écho à des paroles entendues, des regards reçus, des contextes où il fallait prouver sa valeur pour exister. Et même si la scène a changé, la voix, elle, continue de jouer la même partition. Le danger, c'est que ce murmure finit par devenir si familier que tu le confonds avec ta propre pensée. Tu crois que c'est toi qui te juges, alors qu'en réalité, ce sont des échos d'un passé qui ne te correspond plus. Pour apaiser cette voix, il ne s'agit pas de la combattre frontalement. La guerre intérieure ne fait que l'amplifier. Il faut plutôt lui offrir un contrepoids, une parole bienveillante, prononcée intérieurement avec autant de constance que le murmure sévère. Remplacer « tu n'en fais pas assez » par « tu fais ce que tu peux » et c'est suffisant pour aujourd'hui. Ce n'est pas un exercice ponctuel, mais une pratique. Et peu à peu, le murmure perd son emprise. Il devient un bruit de fond que tu peux reconnaître, observer et laisser passer. Jusqu'au jour où ta propre voix, douce et ferme à la fois, reprend la place qui lui revient. Lorsque la fatigue s'installe, notre premier réflexe est souvent de l'interpréter comme un signe de faiblesse ou de manque de discipline. Nous nous disons qu'il faut se secouer, retrouver la motivation, faire un effort. Mais si le diagnostic est erroné, le remède le sera aussi. Beaucoup confondent l'épuisement avec de la paresse. Pourtant,
Il ne s'agit pas du tout du même état. La paresse est une absence d'élan. L'épuisement, lui, est un trop-plein. Trop d'informations, trop de sollicitations, trop de charges mentales accumulées. Dans ce cas, se forcer à accélérer revient à pousser encore un moteur déjà en surchauffe. Changer le diagnostic, c'est reconnaître que ce dont on manque n'est pas de motivation, mais d'espace. Que ce n'est pas une dose supplémentaire de pression qui nous fera avancer, mais une respiration profonde, un ralentissement volontaire. Cela demande d'aller à contre-courant d'une culture qui valorise l'agitation et l'accumulation. Dire « j'ai besoin de repos » peut sembler audacieux, presque coupable, dans un monde où l'on glorifie l'endurance. Et pourtant, ce choix est souvent le plus productif à long terme. Prendre le bon remède, c'est accepter de déposer les outils, même pour un instant. C'est s'autoriser à ne rien accomplir de visible, tout en sachant que, dans cet espace, l'énergie se reconstitue. C'est comprendre que le repos n'est pas un luxe, mais une étape essentielle du mouvement. Et lorsque l'on se donne ce droit, quelque chose change. Le corps relâche ses tensions. L'esprit cesse de tourner en boucle. Des idées nouvelles surgissent, non pas parce qu'on les a forcées, mais parce que l'on a enfin laissé place pour qu'elles émergent. Changer de diagnostic, c'est cesser de se battre contre soi-même. Et c'est dans cette alliance retrouvée que le véritable élan peut renaître. On parle souvent de ce qu'il faudrait ajouter à nos vies pour les rendre meilleures. Plus d'expérience, plus de connaissances, plus d'outils. Mais rarement évoque-t-on le pouvoir inverse, celui de retirer. Et pourtant, la véritable clarté n'est souvent non pas de l'accumulation, mais de la soustraction. Il ne s'agit pas seulement d'alléger son espace matériel, mais de libérer son esprit de ce qui l'encombre. Les pensées qui tournent en boucle, les obligations que l'on s'impose par habitude, les attentes héritées qui ne nous appartiennent pas. Tout cela forme un bruit de fond permanent, bien plus épuisant que les tâches visibles. La soustraction demande un courage particulier, car elle implique de regarder en face ce qui n'a plus sa place, même si cela nous est familier. Parfois, c'est un engagement qui ne nourrit plus, une routine qui s'est vidée de sens, ou une relation qui ne respire plus. Il y a une dimension presque sacrée dans cet acte, celui de dire non pour préserver ce qui compte vraiment. Retirer, c'est créer un vide intentionnel, un espace prêt à accueillir ce qui est véritablement en accord avec nous. C'est offrir à notre attention la rareté qui lui rend sa valeur. Et ce vide, loin d'être effrayant, devient un terrain fertile. Comme un jardin que l'on désherbe, non pas pour le laisser nu, mais pour permettre aux bonnes graines de pousser sans étouffer. La soustraction est aussi un art subtil. Elle n'est pas synonyme de rupture brutale ou de rejet systématique. Elle se pratique avec discernement, en observant ce qui épuise et ce qui nourrit, en ajustant progressivement. Quand on commence à retirer, on découvre vite que l'on n'avait pas tant besoin d'ajouter. L'énergie revient d'elle-même. Les idées respirent à nouveau. Et le simple fait d'avoir moins ouvre la porte à un plus bien plus profond. Plus de calme, plus de présence, plus de vérité. La soustraction, loin d'être un appauvrissement, devient ainsi un luxe intérieur. Celui de n'avoir que l'essentiel. Le silence a mauvaise réputation dans nos vies modernes. On le fuit, on le comble, on le couvre d'un fond sonore comme s'il était une absence gênante. Pourtant, c'est souvent dans ce vide sonore que se trouvent les réponses que nous cherchons avec tant d'agitation. S'arrêter volontairement pour entrer dans le silence, c'est comme se retirer d'un marché bondé pour entrer dans une clairière. L'air y est plus pur, la lumière y filtre autrement, et l'on peut enfin entendre ce qui, jusque-là, était étouffé par le bruit. Ce silence n'est pas seulement l'absence de sons extérieurs. C'est aussi la suspension du dialogue intérieur incessant, celui qui commente, juge, anticipe. En apprenant à le calmer, même quelques minutes par jour, on redonne à notre esprit un espace de repos et de régénération. Ce moment d'arrêt n'a pas besoin d'être long pour être puissant. Quelques respirations conscientes, un regard porté sur un arbre, une tasse de thé bu sans distraction. Autant de portes vers un état de présence plus profond. Dans ce calme, les pensées se réorganisent d'elles-mêmes. Les priorités se clarifient, non par un effort intellectuel, mais parce que l'essentiel se détache naturellement du reste. Le silence est un point de départ, pas une fin en soi. Il nous prépare à revenir dans le mouvement avec plus de discernement, moins de dispersion. Il est comme la surface calme d'un lac qui reflète fidèlement le ciel. Tant que les eaux sont agitées,
nous ne voyons qu'une image brouillée. En redonnant sa place au silence, on réapprend à avancer en s'écoutant vraiment, plutôt qu'en suivant le rythme imposé par le monde extérieur. Et, paradoxalement, c'est en prenant ce recul que l'on peut revenir plus engagé, plus vivant. Tout n'a pas le même poids dans nos vies, même si nous leur accordons parfois une importance équivalente. Certaines expériences nous élèvent, d'autres nous fatiguent. Certaines relations nous inspirent, d'autres nous drainent. Mais sans conscience claire, nous laissons tout entrer avec la même intensité, et c'est là que notre énergie se dilue. Apprendre à discerner, c'est d'abord observer. Non pas analyser froidement, mais ressentir. Après un échange, te sens-tu plus léger ou plus lourd? Après une activité, ton esprit est-il vivifié ou alourdi? Ce simple constat répété devient une boussole précieuse. Le discernement implique aussi de voir au-delà des apparences. Ce qui nourrit n'est pas toujours ce qui procure un plaisir immédiat. Parfois, une expérience exigeante nous enrichit profondément, tandis qu'une distraction plaisante nous laisse vide. De même, certaines présences discrètes sont une source constante de soutien, alors que des relations plus visibles masquent un fond de tension. Ce tri subtil n'est pas une démarche de jugement, mais d'hygiène intérieure. Il ne s'agit pas de classer le monde en bon ou mauvais, mais de reconnaître ce qui est juste pour soi à un moment donné. Ce qui nous nourrit aujourd'hui ne sera pas forcément ce qui nous nourrira demain, et inversement. En affinant cette perception, on devient plus attentif à ce que l'on consomme, non seulement par la bouche, mais aussi par les yeux, les oreilles, le cœur. Les images, les sons, les conversations, tout participe à l'alimentation de notre esprit. Et peu à peu, ce choix conscient transforme notre quotidien. Nous cessons de courir après tout et n'importe quoi, et nous investissons notre énergie là où elle porte réellement des fruits. Cela ne signifie pas vivre dans une bulle hermétique, mais offrir la priorité à ce qui construit, éclaire et régénère. Lorsque ce discernement devient naturel, il agit comme un filtre invisible. On n'a plus besoin de se protéger en permanence, car on a appris à reconnaître, presque instantanément, ce qui mérite d'entrer dans notre espace intérieur. Et c'est ainsi que l'on commence à vivre non plus en réaction, mais en accord profond avec ce qui nous fait grandir. Se libérer de ce qui pèse n'implique pas toujours de grands gestes spectaculaires. Bien souvent, le plus profond des allègements se fait sans lutte, presque naturellement, lorsque l'on cesse de vouloir tout contrôler. Il y a des choses auxquelles nous nous accrochons par habitude, par peur de manquer ou simplement parce que nous n'avons jamais envisagé de les poser. Mais le véritable détachement ne naît pas d'un arrachement brutal. Il vient lorsque l'on se connecte à ce qui compte vraiment et que le reste perd, de lui-même, son emprise. Forcer le lâcher-prise, c'est encore être accroché. C'est vouloir à tout prix se défaire de quelque chose et donc continuer à lui accorder une place dans notre esprit. En revanche, lorsque l'attention se tourne vers l'essentiel, l'accessoire se détache comme une feuille qui tombe à l'automne, sans drame ni regret. Ce processus demande de la patience et de la confiance. Patience, car tout ne se relâche pas en un instant. Confiance, car chaque chose qui s'en va libère un espace que la vie saura remplir de ce qui est juste. Se délester, ce n'est pas perdre, c'est retrouver de la place. Et c'est dans cet espace vide que peuvent entrer la clarté, la légèreté, et cette sensation rare de marcher plus librement dans son propre chemin. Nous avons grandi avec l'idée que nous sommes des individus isolés, séparés les uns des autres, devant tracer leur chemin en solitaire. Cette perception, si profondément ancrée, façonne notre manière de penser, d'agir et même de ressentir. Mais si l'on regarde de plus près, cette séparation n'est qu'une apparence. Comme une vague qui se croit indépendante de l'océan, nous oublions que notre existence prend forme dans un tissu beaucoup plus vaste. Nous respirons le même air, partageons la même lumière, nous influençons mutuellement par nos gestes, nos paroles, nos silences. L'illusion d'une moi séparée crée souvent un sentiment de lutte. Il faudrait se défendre, protéger son territoire, accumuler pour soi. Mais lorsque cette illusion se dissipe, quelque chose se détend profondément. Nous réalisons que ce que nous faisons pour nous seuls ne peut être totalement séparé de ce que nous faisons pour les autres, et inversement. Ce changement de perspective transforme la manière dont nous avançons. Les réussites ne sont plus uniquement des trophées personnels, mais des fruits partagés. Les difficultés ne sont plus des murs infranchissables, mais des expériences communes où le soutien devient naturel.
Il ne s'agit pas d'effacer notre individualité, mais de voir qu'elle s'inscrit dans un ensemble plus grand. Nous restons uniques, avec nos élans et nos couleurs propres, tout en faisant partie d'un mouvement global. Lorsque cette conscience grandit, elle dissout beaucoup de peur. Le manque perd de sa force, car on sait que l'on fait partie d'un flux qui circule au-delà de nous. La compétition s'adoucit, car on comprend que le succès de l'autre n'enlève rien au nôtre. Et la solitude se transforme, car même dans l'isolement, nous restons reliés. Se souvenir que nous ne sommes pas des vagues perdues, mais l'océan lui-même ouvre une liberté nouvelle, celle de vivre en harmonie avec la totalité plutôt qu'en résistance contre elle. Il existe un rythme qui ne vient pas de notre volonté, mais de la vie elle-même. C'est un courant discret, presque imperceptible, qui nous porte lorsque nous cessons de tout vouloir contrôler. Dans cet état, l'action ne demande pas d'effort forcé. Les gestes se posent naturellement, les décisions trouvent leur place sans calcul, et l'on avance sans cette tension constante qui accompagne le « faire à tout prix ». C'est un mouvement qui ressemble à celui de marcher avec le vent dans le dos. On participe, mais on n'a plus à lutter contre la direction. Cela ne signifie pas rester passif ou attendre que tout arrive. C'est plutôt un accord profond avec ce qui est présent, un ajustement fluide qui permet de répondre au moment sans résistance inutile. Quand on goûte à ce mouvement, on découvre que la vie n'est pas toujours un combat. Elle peut être un dialogue subtil où chaque pas est guidé par un élan intérieur tranquille. Et dans cet élan, il n'y a pas de précipitation, seulement la sensation de se trouver exactement à la bonne place, au bon moment. Ce goût-là est une liberté rare, et une fois qu'on l'a connue, on n'a plus envie de revenir à la lutte permanente. Au plus profond de chacun, il existe un lieu que rien ni personne ne peut altérer. Ce sanctuaire intérieur ne dépend pas des circonstances, des réussites ou des échecs. Il demeure intact, même au cœur des tempêtes les plus violentes. On l'oublie souvent, absorbé par les bruits du monde et les tensions du quotidien. Pourtant, il suffit parfois d'un instant de retour à soi pour en sentir la présence. Une sensation de stabilité silencieuse, comme une pierre immobile au fond d'une rivière. Ce sanctuaire n'est pas un refuge de fuite, mais une source. C'est l'endroit d'où l'on peut puiser clarté, force et apaisement, quelles que soient les conditions extérieures. Y revenir régulièrement, c'est se rappeler que notre paix la plus profonde ne se négocie pas. Elle est là, toujours. Il suffit d'y entrer. Chaque chemin intérieur n'a pas de point final. Ce que nous appelons « fin » n'est souvent qu'une étape, une respiration avant un nouveau départ. La traversée continue, mais elle se transforme à mesure que nous avançons. Les paysages changent, notre regard aussi. Il y a des jours où l'horizon semble clair et vaste, et d'autres où le brouillard revient recouvrir le sentier. Mais peu importe la météo intérieure, chaque pas compte. Ce n'est pas la vitesse qui importe, mais la fidélité à ce mouvement qui nous rapproche de nous-mêmes. Continuer la traversée, c'est accepter que tout ne soit pas toujours lumineux, et que même les zones d'ombre fassent partie du voyage. C'est marcher avec curiosité, même lorsque la route est incertaine, en sachant que chaque expérience façonne notre regard et notre force. Et dans cette marche, se souvenir que la véritable destination n'est pas un lieu, mais un état d'être.